Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Depuis ce mois de janvier, Jean-Marc Morandini est condamné de façon définitive dans 2 affaires, l'une pour harcèlement sexuel, l'autre pour corruption de mineurs. Malgré ça, l'animateur reste à l'antenne de la chaîne conservatrice CNews. Il y présente une émission quotidienne en semaine de 10h30 à midi. Cette décision choque, y compris en interne. Depuis le 20 janvier, plusieurs stars de CNews, Sonia Mabrouk, Pascal Praud, Laurence Ferrari, ont publiquement regretté son maintien. Pour quel fait Jean-Marc Morandini a-t-il été condamné ? Pourquoi le propriétaire de CNews, le milliardaire Vincent Bolloré, ne veut-il pas le débarquer ? Pour répondre à ces questions, nous avons choisi de mettre à jour l'épisode de Code Source que nous avions consacré à ce sujet en décembre 2022, un épisode raconté par Benoît Daragon, spécialiste média au sein du service culture du Parisien. Benoît Daragon, vous avez suivi les 2 affaires depuis le début, vous avez couvert les procès de Jean-Marc Morandini, en première instance puis en appel, l'un pour harcèlement sexuel, l'autre pour corruption de mineurs. Vous allez nous raconter de quoi on parle précisément, mais on va rappeler d'abord l'essentiel, à savoir sur Jean-Marc Morandini. Il a aujourd'hui 60 ans, il est né en 1965. Qu'est-ce qu'on sait de son enfance ? Il est né à Marseille, il a grandi à Marseille, son père est corse, il est ingénieur et sa mère est secrétaire. Donc voilà, il grandit à Marseille, il fait toutes ses études à Marseille et très vite il va sentir une envie d'être journaliste, donc il va faire une école de journalisme et il va débuter dans les médias locaux et notamment à France 3 Midi-Pyrénées. Quand il a 23 ans, en 1988, il se fait embaucher par la 5 de l'homme d'affaires Silvio Berlusconi. Il est reporter, puis rapidement rédacteur en chef. Ensuite, au début des années 90, il devient animateur sur la chaîne de télé qui fait le plus d'audience en France, TF1. Et il présente le magazine Tout est possible en deuxième partie de soirée. Magazine qui est très vite décrié parce qu'il est très trash. Mais lui présente toujours ça avec un grand sourire, ses dents très blanches. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Tout est possible. On vous parle actuellement à la télévision, beaucoup d'économie, beaucoup de politique. Mais ce soir, j'ai décidé de vous changer les idées. Il présente tous ces sujets comme un représentant de commerce parce qu'il a un côté camelot quand il présente des émissions Jean-Marc Morandini. Il était l'un des hommes les plus recherchés de France. Il fréquentait la mafia, accumulait les hold-up. Aujourd'hui, il demande pardon à sa mère. À ce moment-là, il incarne la trash TV, la télé-poubelle. Pourquoi ? Ces sujets portent vraiment à caution. Il est le premier à inviter Lolo Ferrari, qui est une actrice avec des seins extrêmement volumineux. Vous voulez qu'en vous voyant, on sache que vous avez été totalement refaite. Opéré, voilà. C'est des sujets qui sont très sensationnalistes, comme j'ai toujours cru que ma femme était une femme et je viens de découvrir que c'est un homme. Dominique pensait avoir trouvé l'homme de sa vie jusqu'au jour où elle a découvert que son fiancé était une femme. Le chanteur Jean-Jacques Lafont avec une histoire d'amour à 3. Il y avait lui, sa femme et son chien. Incroyable, mais vrai. Il a évidemment très vite sa marionnette au guignol qui l'étrille. Jean-Marc Morandini, vous parlez du séisme en Haïti, vous aussi ? Bien sûr, tout ce qui est clash et qui fait du buzz, on en parle. Mais il est où le clash là ? Il y a eu un gros clash entre la plaque tectonique nord-américaine et la plaque caribéenne, ce qui a provoqué le séisme. Et il est le digne représentant de toutes ces années fric de TF1 où la ligne éditoriale laissait à désirer. Et malgré les succès d'audience, il se fait remercier par TF1. TF1 veut changer son image, il cherche la quête de sens, c'est comme ça qu'il le présente à l'époque. Et donc ils vont écarter Jean-Marc Morandini, qui va avoir du mal à se remettre de ces années TF1. Il va vivre une traversée du désert et c'est via la radio qu'il va revenir sur le devant de la scène. Après une saison sur RMC en 2002-2003, il rejoint Europe 1 pendant l'été 2003. Il y anime une émission de médias et en parallèle de son rendez-vous sur Europe 1 à partir d'avril 2006, il est aussi à la télé, sur le câble, sur Direct 8. L'émission porte son nom, Morandini, avec un point d'exclamation. Bienvenue sur le plateau de Morandini. C'est tous les soirs sur Direct 8 avec Jean-Marc Morandini et son équipe. Bonsoir à tous, bonsoir Cécile. Merci de nous retrouver en direct et en public jusqu'à 19h50. Benoît Daragon, en juillet 2009, Jean-Marc Morandini est accusé de bidonnage. C'est les funérailles de Michael Jackson à Los Angeles. Toutes les télés du monde sont à l'affût. Évidemment, sur le terrain, c'est très difficile de pouvoir entrer
dans le stade où a lieu ses funérailles. Tout de suite, pour commenter ces images qui nous arrivent de Los Angeles, on va rejoindre Jean-Luc Jeunesse et Alan Van Dark qui animent la semaine People sur Direct 8. Et Jean-Marc Morandini, contre toute attente, donne la parole à 2 envoyés spéciaux qui ont un casque avec un micro. Que se passe-t-il actuellement là-bas ? Alors, eh bien, vous le disiez tout à l'heure, donc la famille Jackson a quitté. On a l'impression qu'ils sont en direct de Los Angeles et en fait ils sont à Puteaux, 2 étages sous son studio. En fait, ces 2 journalistes, ils sont en duplex devant un fond vert. Tout ça est complètement bidon. Très bien, merci à tous les deux. On vous retrouve bien évidemment régulièrement tout au long de cette émission. Jean-Marc Morandini présentera ses excuses, mais il renonce jamais à un peu de spectaculaire, même si déontologiquement, ça laisse à désirer. À partir de 2012, il est aussi à l'antenne sur Énergie 12 où il présente notamment des émissions sur les affaires criminelles. Et le 27 juin 2016, il est l'une des têtes d'affiche de la conférence de présentation du nouveau Canal+ à Paris, au 7e étage du siège de Vivendi, la maison mère de la chaîne. Et il est assis au premier rang à côté de Vincent Bolloré qui vient tout juste de racheter la chaîne et qui a décidé de relancer iTélé, qui a des audiences que Vincent Bolloré espère remonter en faisant venir Jean-Marc Morandini pour 1 heure d'info en fin de journée à un carrefour d'audience très important. Jean-Marc Morandini tient là une revanche parce qu'il est entouré de tous ces visages de Canal+, chaîne qu'il a brocardé, qu'il a critiqué au Guignol de l'info. Donc ce jour-là, évidemment, il rayonne au premier rang avec toutes les huiles du groupe Canal+. Mais quelques semaines plus tard, le mardi 12 juillet, l'hebdomadaire Les Inrocks publie une longue enquête sur lui. Elle contient des révélations désastreuses pour son image. Dans cette enquête, Les Inrocks révèlent que Jean-Marc Morandini a une casquette méconnue de producteur de fiction et qu'il a produit une web-série qui s'appelle Les Faucons. Ça se passe dans un vestiaire de football avec beaucoup de jeunes hommes qui sont nus et qui sont filmés sous les douches. Et pour tourner cette série, Jean-Marc Morandini a approché beaucoup de jeunes hommes. Il se fait passer pour une directrice de casting qui s'appelle Catherine Leclerc. Cette supposée Catherine Leclerc leur envoyait des messages en leur demandant d'envoyer des photos dénudées, des vidéos en se masturbant pour faire son casting et avant même de rencontrer ces personnes, avoir de la matière. En clair, il est soupçonné d'avoir profité de cette série Les Faucons pour obtenir des photos dénudées de plusieurs jeunes hommes mineurs. Il sera mis en examen quelques semaines plus tard pour corruption de mineurs et corruption de mineurs aggravée. Benoît d'Aragon, est-ce qu'il est soutenu par ses employeurs, iTélé et Europe 1 ? Europe 1 lui demande d'interrompre ses vacances et de revenir s'expliquer à Paris. Ils vont tout de suite le mettre à pied, ce qui veut dire qu'il va continuer à être payé, mais il ne sera plus à l'antenne. Et par contre, iTélé affirme qu'il sera à l'antenne à la rentrée comme prévu. Et ça, en interne à iTélé, ça passe pas du tout. Le 19 juillet, l'association La Voix de l'Enfant annonce qu'elle va se porter partie civile car des mineurs auraient été associés à la réalisation de la série. Le même jour, à Paris, Jean-Marc Morandini organise une conférence de presse. J'ai donc décidé de parler parce que ça suffit. J'en prends plein la gueule. Il est visiblement très ému, très en colère. Il est debout derrière un pupitre et on assiste à une conférence de presse surréaliste. Jean-Marc Morandini contre-attaque. Mais c'est moi qui vais attaquer, car maintenant ça suffit de dire n'importe quoi, dans le seul but de me salir et de faire dire n'importe quoi aux gens. Il va d'abord dénoncer un assassinat public en rappelant qu'il est corse et qu'on l'a touché dans son honneur et donc il ne restera pas les bras croisés. Et il dénonce un complot fomenté par l'animateur Marc-Olivier Fogiel et son ancien compagnon Mathieu Delormeau. Et j'ai aujourd'hui la preuve que Fogiel a fait appel à son ex-amant Mathieu Delormeau. Je détiens la preuve et des enregistrements qui attestent que Delormeau a appelé plusieurs personnes jusqu'à vendredi dernier pour les pousser à témoigner contre moi. Jean-Marc Morandini tend des feuilles qui prouveraient que tout vient d'eux et que c'est eux qui ont fomenté cet article dans Les Inrocks. Mais sur le fond de l'article des Inrocks, comment il se défend ? Qu'est-ce qu'il dit ? Il se défend rapidement en disant qu'il n'a jamais couché avec un mineur et qu'il n'a jamais forcé quiconque à avoir de relations sexuelles avec lui. Mais ce qu'on retiendra de cette conférence, c'est peu sa défense, mais c'est surtout sa contre-attaque. Comment réagit le journaliste Marc-Olivier Fogiel ? Il dénonce une tentative de diversion pathétique, ce sont ses mots. En fait, Marc-Olivier Fogiel et Morandini, quelques mois plus tôt, ont eu une passe d'armes sur Twitter parce que Morandini s'acharnait un peu sur les mauvaises audiences de Marc-Olivier Fogiel qui lui a dit « Lâche-moi sinon je sors les dossiers ». Et c'est sur ce tweet que se base Jean-Marc Morandini pour imaginer un complot. Toujours en 2016, le mercredi 21 septembre, Jean-Marc Morandini est placé en garde à vue à Paris à la brigade de protection des mineurs suite à 2 nouvelles plaintes. Cet article des Inrocks va déclencher toute une série de révélations
Et d'autres révélations, ce sont des jeunes mineurs qui disent avoir eu des conversations à caractère érotique avec Jean-Marc Morandini, soit via Twitter, soit par SMS. Et donc ils vont porter plainte et la justice va s'intéresser de près à ces affaires. Bonjour et bienvenue, très heureux de vous retrouver sur iTélé pour Morandini Live. C'est votre nouveau rendez-vous média en direct pendant 1 heure, l'actualité décryptée. Son arrivée sur l'antenne d'iTélé en octobre 2016 entraîne un bras de fer entre les salariés et la direction de la chaîne. Les journalistes d'iTélé ne veulent pas entendre parler de Jean-Marc Morandini, donc ils décident de se mettre en grève. Les salariés d'iTélé viennent d'entamer aujourd'hui leur 4e semaine de grève. Tous dénoncent la violence des méthodes de la direction du groupe Bolloré. À travers Morandini, ce que les salariés d'iTélé regrettent, c'est que Vincent Bolloré, l'homme d'affaires breton, désormais a décidé de s'immiscer dans la ligne éditoriale de la chaîne, et ça passe pas du tout. La grève va durer très longtemps, 31 jours. La direction va soutenir Jean-Marc Morandini jusqu'au bout. Quelles sont les relations entre Jean-Marc Morandini et le patron du groupe Canal+, l'homme d'affaires milliardaire Vincent Bolloré ? Entre Vincent Bolloré et Jean-Marc Morandini, c'est une affaire de fidélité. Jean-Marc Morandini a travaillé sur C8, qui s'appelait D8 à l'époque. Ça a été une des premières stars à travailler sur cette chaîne, bien avant Cyril Hanouna. C'était une chaîne qui faisait rigoler tout le monde. Elle était censée être en direct. C'était fait avec un compas et 3 trombones. Et Jean-Marc Morandini, il est venu crédibiliser cette chaîne. Et ça, Vincent Bolloré, il ne l'oubliera jamais. Jean-Marc Morandini fait partie de la famille. Et donc Jean-Marc Morandini s'installe à l'antenne d'iTélé chaque soir à partir de 18h. Dans les années qui suivent, il grandit en influence, notamment grâce à son blog jeanmarcmorandini.com. Il fait quoi sur ce blog ? Ce blog, c'est un fil d'actualité sur lequel il y a quasiment une synthèse de tous les articles de presse sur les médias. Il sort quelques infos lui aussi, et il se démarque surtout parce qu'il règle quelques comptes avec des personnalités qu'il n'aime pas beaucoup, comme Daniel Alombroso ou Marc-Olivier Fogiel. Il défend les entreprises dans lesquelles il travaille ou ses amis, avec parfois d'ailleurs un peu de mauvaise foi. C'est pour ça que ce site est un peu atypique et se fait souvent remarquer. À partir de juillet 2018, la chaîne Énergie 12 le montre à nouveau à l'image. Énergie 12, après les révélations des Inrocks, ils avaient fait un entre-deux, c'est-à-dire qu'ils ne l'avaient pas supprimé de l'antenne, mais ils ne l'avaient pas gardé non plus, donc ils avaient gardé l'émission Crime, mais ils avaient tout simplement demandé à Jean-Marc Morandini de ne plus apparaître à l'écran, c'est-à-dire qu'on n'entendait plus que sa voix, qui racontait les crimes dont il était question, mais il n'apparaissait plus. Et il a fallu 2018 pour que, lors d'une spéciale sur Jonathan Daval, qui a été improvisée sur Énergie 12, il revienne à l'antenne. En raison de l'actualité, Crime modifie son sommaire et vous propose une émission spéciale. Je vous retrouve en plateau avec des experts pour découvrir qui est vraiment Jonathan Daval. L'émission a été un franc succès et du coup Énergie 12 s'est dit on va remettre Jean-Marc Morandini à l'antenne, et ils ont commencé à développer de nombreuses émissions avec lui. En août 2020, le mercredi 5 août, Le Parisien publie un long papier pour expliquer que Jean-Marc Morandini va être jugé en correctionnel pour corruption de mineurs. La justice s'est intéressée de près à des témoignages qui ont fait suite à ceux des Inrocks. 3 mineurs qui ont eu soit des discussions à caractère sexuel avec Jean-Marc Morandini, soit un 3e qui a été reçu chez lui pour un casting durant lequel Jean-Marc Morandini lui a demandé de se mettre nu et de se masturber devant lui. Le jeune homme a refusé de se masturber, mais il a quand même porté plainte, et c'est ça que la justice veut juger. Malgré la perspective de son procès, Jean-Marc Morandini, présumé innocent, reste à l'antenne sur CNews et D8, et Benoît d'Aragon, il donne des nouvelles de sa vie personnelle à ses fans via les réseaux sociaux. Sur Twitter, il reste très professionnel à reprendre surtout des articles de presse, mais sur son Instagram, il publie beaucoup de photos de lui, des photos en Floride où il aime aller, des photos de son chien, des photos de sa maison de campagne, des photos à Saint-Barthélemy où chaque année il fête son anniversaire. Donc il fait des photos de touristes à New York. C'est vrai que ça peut surprendre parce qu'il est mis en examen pour des faits qui sont quand même graves. Et il a une vie tout à fait normale, il est à l'antenne tous les jours, pendant plusieurs heures par jour, et en plus il a une vie qui a l'air plutôt sympathique à descendre dans des établissements luxueux. La façon dont il mène sa vie depuis 5 ans est très différente par rapport à d'autres personnalités qui ont été accusées suite au mouvement MeToo. On en arrive à son procès en 2022, on en arrive à son premier procès en 2022, le lundi 24 octobre. Jean-Marc Morandini, 57 ans à ce moment-là, est jugé donc pour corruption de mineurs devant le tribunal correctionnel de Paris. Il y a 3 plaignants. Benoît d'Aragon, est-ce que vous pouvez nous le décrire à son arrivée dans la salle d'audience ? Physiquement, il fait profil bas, c'est-à-dire qu'il a la tête un peu rentrée, il fait très peu de mouvements, il est très figé, comme s'il était abattu.
Un homme de 22 ans, Simon, vient raconter à la barre ce qu'il a vécu 7 ans plus tôt quand il avait 15 ans. Oui, Simon, il vit en province, près de Metz. Il rêve de travailler dans l'univers de la télévision, du journalisme. Il n'a pas du tout de contact. Et comme il ne sait pas quoi faire, il se dit je vais prendre contact avec Jean-Marc Morandini. Il lui envoie un message sur Twitter. Il lui répond. Et ils vont discuter pendant un peu plus d'1 an. Et très rapidement, la conversation va tourner autour de la sexualité de Simon. Jean-Marc Morandini va lui poser beaucoup de questions. Et à 41 reprises, Jean-Marc Morandini va lui demander des photos nues où on verrait son sexe. Comment Simon a vécu ça ? Pas très bien, d'ailleurs il est venu à la barre et il pleurait aussi longtemps après les faits. Il dit avoir été très meurtri, il avait 15 ans, donc il était au tout début de sa sexualité, qu'il a été très dérangé par tout ça. Les larmes de Simon ont été un moment très fort de ce procès, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que ces conversations virtuelles ont eu des conséquences tout à fait réelles sur ce jeune homme qui a eu une adolescence difficile. Autre témoignage, celui de Clément qui avait 16 ans au moment des faits. Clément, il rêve de devenir comédien, il est d'ailleurs inscrit sur un site de casting, et c'est via ce site de casting qu'il se fait approcher par une femme qui lui annonce que Jean-Marc Morandini prépare un remake du film américain Ken Park. Ken Park, c'est un film qui a été interdit en moins de 18 ans après sa sortie, qui a été réalisé par un réalisateur sulfureux qui s'appelle Larry Clark, et ce film a notamment traumatisé les gens qui l'ont vu pour une scène d'autostrangulation liée à de la masturbation. Et donc ce jeune homme apprend que Jean-Marc Morandini veut produire un remake de ce film. Il fait appeler sa mère, quand même. Sa mère appelle Jean-Marc Morandini pour être sûr que c'est pas un traquenard. Jean-Marc Morandini dit qu'il va payer les billets de train pour qu'il puisse venir dans ses bureaux qui sont installés dans son appartement dans le 16e arrondissement à Paris. Et quand Clément arrive chez Jean-Marc Morandini, il y a des polaroïdes nus partout sur la table basse. Et Jean-Marc Morandini va lui dire que les autres comédiens contactés pour ce rôle ont accepté de se mettre nus devant lui et certains de se masturber. Il sous-entend qu'il serait bien qu'il le fasse s'il veut avoir des chances d'être dans le film. Le jeune homme va d'abord accepter de se dénuder en partie avant finalement de renoncer, de prendre ses affaires et de s'en aller. Comment se défend Jean-Marc Morandini face à ces témoignages ? Concernant les conversations qu'il a eues sur Twitter, il dit qu'il pensait que ses interlocuteurs étaient majeurs. Il dit aussi qu'il blaguait et que tout ça avait peu de conséquences car c'était des conversations virtuelles. Et sur le casting, il dit qu'il ne l'a absolument pas contraint à se mettre nu, qu'il lui a suggéré, en disant qu'il n'y a pas eu de relation sexuelle avec cet adolescent. À plusieurs moments, la présidente du tribunal recadre Jean-Marc Morandini. La présidente s'est montrée assez agacée quand elle a lu les échanges où Jean-Marc Morandini demande à plusieurs reprises à une des victimes présumées d'envoyer une photo de son sexe. Jean-Marc Morandini dit « Ah, mais c'est une blague ». Et là, la présidente lui a fait comprendre que c'était pas drôle, ce genre d'humour avec des adolescents mineurs. À la fin du procès, Jean-Marc Morandini a reconnu de la légèreté et il a dit « J'ai fait des conneries ». Et la juge l'a repris en disant « Non, monsieur Morandini, ce ne sont pas des conneries, ce sont des délits ». La juge a été quand même très agacée par la légèreté de la défense de Jean-Marc Morandini. Est-ce que le présentateur vous semble avoir pris conscience de la gravité des faits qu'on lui reproche ? C'est vraiment la question qu'on s'est posée à l'issue de ce procès. Il n'a eu qu'un seul mot de compassion à l'égard de ses victimes présumées, et c'est arrivé juste après l'interruption de séance, pendant laquelle il est resté avec ses 2 avocates. Alors, est-ce que c'est ses avocates qui lui ont demandé de le faire ? Ça semblait pas très naturel au vu de ce qui s'était passé pendant la première partie du procès, c'est-à-dire qu'il balayait les accusations de façon un peu rapide. Le lundi 5 décembre 2022, Jean-Marc Morandini est condamné à 1 an de prison avec sursis. C'est ce qu'avait demandé le procureur, une peine accompagnée d'une obligation de soins. L'animateur fait appel et en 2025, le vendredi, le 21 mars 2025, sa peine est doublée. Elle passe à 2 ans de prison avec sursis. Jean-Marc Morandini se pourvoit en cassation et en 2026, le 14 janvier, la Cour de cassation condamne définitivement Jean-Marc Morandini pour corruption de mineurs à 2 ans de prison avec sursis et 20 000 € d'amende. Benoît d'Aragon, suite à cette décision, Jean-Marc Morandini est maintenu à l'antenne et le mardi 20 janvier 2026, Sonia Mabrouk, l'intervieweuse politique vedette de CNews et Europe 1, est interpellée sur cette question par l'un de ses invités.
Oui, le député PS de l'Essonne, Jérôme Gage, l'interroge en lui demandant ce qu'elle pense, elle, à titre personnel, du fait que Jean-Marc Morandini soit toujours à l'antenne malgré sa condamnation. Aujourd'hui, vous vivez le fait que Jean-Marc Morandini soit maintenu sur l'antenne de votre groupe. Quelle est la position d'une femme libre comme vous face à quelque chose qui, en termes de valeur, doit forcément interroger ? Et là, il y a un moment de vérité. Je pense ce matin, et comme vous, et avec vous, aux victimes, quelles qu'elles soient, et aux victimes les plus jeunes. Je pense aux mineurs. On ne peut pas nous faire ce procès, on ne peut pas me faire ce procès. Sonia Mabrouk ne se cache pas, elle ne fait pas une pirouette, elle évacue pas le sujet en 2 phrases comme on peut le faire parfois quand on est mal à l'aise. Elle dit que ce n'est pas sa décision, que c'est celle de la direction de CNews, qu'elle a beaucoup de respect pour sa direction, mais qu'elle ne cautionne pas. Et elle parle de fait d'une gravité réelle. C'est une décision qui ne m'appartient pas. C'est la direction de CNews qui a assumé cette décision par fidélité, semble-t-il, à son égard. On est une semaine après la décision de la Cour de cassation. Pendant une semaine, tout le monde se cache un peu derrière son petit doigt. On sent que les gens sont gênés. En off, ils nous disent qu'ils ne cautionnent pas, qu'ils sont dégoûtés, qu'ils ont honte. Mais personne en on, comme on dit, c'est-à-dire publiquement, personne ne descend dans l'arène et elle va ouvrir derrière la brèche à beaucoup de ses collègues qui vont pouvoir s'exprimer sur le fond de l'affaire. Et dans les jours qui suivent, en effet, d'autres figures de CNews donnent raison à Sonia Mabrouk. Pascal Praud, à la fin de la semaine, va dire qu'il aurait pu dire mot pour mot ce qu'a dit sa consoeur. Et Laurence Ferrari, durant le week-end, va elle aussi apporter son soutien. En tout cas, dire qu'elle est d'accord. C'est-à-dire qu'ils pensent aux victimes et qu'ils sont très mal à l'aise avec le fait que Jean-Marc Morandini reste à l'antenne. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en coulisses, ils sont nombreux à être allés toquer à la porte de Jean-Marc Morandini, de son bureau, en lui disant « Tu devrais démissionner. C'est intenable, ce n'est pas bon pour l'entreprise. » Mais Jean-Marc Morandini, lui, il estime que la justice ne l'a pas interdit d'exercer son travail et qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut le débrancher, c'est son patron, Vincent Bolloré, et que celui-ci, pour l'instant, le soutient. Comment il réagit, lui, sur ses réseaux après les prises de position de ses collègues stars de CNews ? Il réagit pas ou peu, il tweete ses audiences, il va partir en week-end à Milan où il va faire une dizaine de photos, de selfies près du Duomo, qui est le bâtiment emblématique de la ville, où il va faire des photos des logos de CNews dans son bureau, ce qui là encore ressemble à des provocations. Ça veut dire que lui, il s'estime à son poste et en vrai, tous ceux qui le critiquent, il n'en a que faire. Le mardi 27 janvier, on apprend que Jean-Marc Morandini a renoncé à se pourvoir en cassation dans une deuxième affaire dans laquelle il avait été condamné en appel. C'est l'affaire de la web-série sur le football, Les Faucons, que l'on a déjà évoqué dans ce podcast. En janvier 2025, il avait été condamné à 18 mois de prison avec sursis, reconnu coupable d'avoir usé de pression pour obtenir un acte sexuel de la part d'un jeune comédien. Condamnation qui est donc désormais définitive, Benoît d'Aragon. Il est désormais donc définitivement condamné dans la partie qui concerne des victimes qui étaient mineures au moment des faits et dans la partie de l'affaire qui concerne des personnes qui étaient majeures au moment des faits. Il faut savoir que pour la partie sur les mineurs, en fait, la Cour de cassation n'a même pas étudié le dossier. En fait, elle a dit que le pourvoi était non fondé, ce qui est quand même une gifle. Ça veut dire qu'elle estime que ce pourvoi n'était pas nécessaire, qu'il n'a permis qu'une seule chose à Jean-Marc Morandini, c'est à gagner du temps, de pouvoir rester à l'antenne quelques mois supplémentaires. Mais finalement, Jean-Marc Morandini est sans doute sur les conseils de ses avocats, va prendre acte que ces pourvois n'ont aucun fondement juridique et donc il va retirer lui-même son deuxième pourvoi et donc désormais il est doublement condamné. Pendant cette séquence, Jordan Bardella, le président du RN, puis Éric Ciotti, son allié de l'UDR, ex-LR, ont appelé tous les deux leurs députés à ne plus se rendre sur le plateau de Jean-Marc Morandini. Benoît d'Aragon, on l'a dit dans ce podcast, Vincent Bolloré est très attaché à l'animateur. Est-ce qu'il peut céder à toute cette pression ? Vincent Bolloré, il est assez hermétique à la pression des journalistes, à la pression médiatique, tout ça, il s'en moque absolument. Au contraire même, il a tendance à rester droit dans ses bottes quand la presse lui demande la tête d'un de ses animateurs. Mais là, c'est très différent parce qu'il y a la fronde interne des stars de CNews, ça c'est important, la rédaction de CNews se fracture et il y a aussi la pression des politiques de son camp, le RN qui est quand même un des principaux partis de France, qui est donné favori pour l'instant à la présidentielle de 2027. Il y a la pression politique, celle du RN, d'Éric Ciotti, mais aussi de Philippe de Villiers, qui est un ami proche de Vincent Bolloré, qui a 1 heure d'émission chaque semaine sur CNews, qui lui aussi est allé dire à son ami qu'il était impossible de maintenir Jean-Marc Morandini. Donc cette fois-ci, c'est dans la famille même que ça craque. Tout ça, ça plaide pas pour un maintien, mais pour l'instant, à l'heure où on se parle, Jean-Marc Morandini reste à la tête de son émission quotidienne qu'il présente tous les matins sur CNews.
Merci Benoît d'Aragon. Cet épisode de Code Source a été produit par Clémentine Spiller, Raphaël Pueyo, Emma Jacob et Thibault Lambert. Réalisation Julien Moncouquiol et Pierre Chaffanjon. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine, du lundi au vendredi. Et puis n'oubliez pas Crime Story, notre podcast consacré aux affaires criminelles. Un nouvel épisode de Crime Story chaque samedi avec Claudia Prolongeau et Damien Delsoni.